Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo le long des chemins de l'excellence. Et aujourd'hui, ou devrais-je dire ce soir, nous nous trouvons dans une unité de soins intensifs néonatal. Et au cœur de la nuit, un tout petit bébé est en train de mourir. L'histoire qui suit a été racontée par Gary Klein et il l'a intégrée dans son livre Sources of Power: How People Make Decisions, un livre paru en 1998. Gary est docteur en psychologie expérimentale et dans le cadre de ses recherches sur la manière dont les gens prennent des décisions, il a entendu cette histoire de la bouche même de ceux qui l'ont vécue. Nous sommes au Miami Valley Hospital, dans la petite ville de Dayton, dans l'Ohio, en 1989. Une infirmière surveille un nourrisson depuis plusieurs heures, et ce qu'elle voit l'inquiète. La couleur du bébé et la couleur de la peau d'un enfant est un très bon indicateur de son état de santé et de problèmes potentiels changent, passant du rose à une couleur plus terne, alarmante. Et soudain, en quelques secondes, ce bébé devient bleu foncé, presque noir. L'infirmière alerte aussitôt l'équipe et celle-ci, arrivée en renfort, suppose, d'après l'état du bébé, qu'il fait ce qu'on appelle un collapsus pulmonaire, ce qui littéralement signifie un affaissement des poumons. Et cette affection est causée par une poche d'air qui entoure les poumons venant de l'extérieur et empêche ceux-ci de se gonfler. L'équipe s'apprête donc à faire ce qu'il convient de faire dans ces cas-là, percer la poitrine et insérer un tuyau afin de libérer l'air qui se trouve dans cette poche et permettre aux poumons de se regonfler. Mais l'infirmière est mal à l'aise. Elle a un mauvais sentiment. Car elle en est sûre, ce bébé ne fait pas un collapsus pulmonaire. Il fait ce qu'on appelle un pneumopéricarde. Et de quoi s'agit-il ? Un pneumopéricarde, c'est également provoqué par une poche d'air, mais qui n'entoure pas les poumons, qui entoure le cœur, empêchant celui-ci de battre. Elle en est sûre car elle a déjà vécu cette situation auparavant. Et le bébé en est mort, faute d'avoir pu être diagnostiqué à temps, correctement. L'infirmière essaie de détromper l'équipe et d'arrêter les préparatifs de ses collègues autour du poumon. « C'est le cœur, dit-elle. Le cœur ne bat plus. » Mais l'équipe poursuit son travail et montre le moniteur cardiaque, qui indique toujours 80 battements par minute. Alors elle insiste. Elle écarte les mains autour du nourrisson et elle leur crie de se taire. « Taisez-vous » dit-elle. Puis elle prend un stéthoscope, le pose sur la poitrine du bébé et écoute. Rien. Pas un battement. Le cœur ne bat plus. Alors elle commence aussitôt un massage cardiaque. À ce moment-là, le médecin-chef rentre dans la salle. Elle lui tend une seringue en disant « C'est un pneumopéricarde, ponctionnez le péricarde. En d'autres termes, piquez à hauteur du cœur. » Le radiologue rentre avec les résultats confirmant ce diagnostic. Le médecin-chef introduit la seringue et va lentement enlever l'air de cette poche qui empêche le cœur de battre. Et en quelques minutes, le bébé reprend une couleur normale, son rythme cardiaque redevient normal, il respire normalement aussi, il est sauvé. Ce qui induit l'équipe en erreur à propos du moniteur cardiaque, c'est qu'un moniteur cardiaque n'est pas fait pour mesurer les battements du cœur. Il mesure les impulsions électriques données au cœur pour qu'il batte. Et les impulsions électriques étaient bien données au cœur. Mais le muscle, empêché qu'il l'était par la poche d'air de bouger, ne battait plus. Alors, que peut-on retenir de cette histoire ? Je vous propose 3 pistes de réflexion. La première est le rôle et l'importance des histoires dans nos apprentissages. De nos jours, on appelle ça du storytelling dans les organisations. Alors, storytelling, ça veut dire l'art de raconter des histoires, en anglais. C'est une méthode pédagogique que j'affectionne particulièrement, d'où ces petites vidéos. Ça fait partie également de l'ADN de ma société, et fera l'objet de vidéos spécifiques. Qu'est-ce que le storytelling ? Pourquoi est-ce si efficace ? Quelle histoire choisir ? Comment bien la raconter ? Mais n'anticipons pas, revenons à notre unité de soins. Un collapsus pulmonaire et un pneumopéricarde sont 2 affections qui partagent un certain nombre de symptômes et peuvent donc être aisément confondues l'une pour l'autre dans un premier temps. Or, si le collapsus pulmonaire est relativement fréquent, le pneumopéricarde, lui, est rare. Le risque est donc de confondre un pneumopéricarde rare
avec un collapsus pulmonaire plus fréquent, avec toutes les conséquences dramatiques que cela peut avoir. Alors ça pourrait faire l'objet d'une note en bas de page dans un manuel médical. Faites attention, dans ce cas-là, vérifiez que, etc., etc. Mais le jour venu, qui s'en rappellera? Tout autre est la puissance de mémorisation et l'impact que peut avoir une histoire comme celle-ci, qui a largement dépassé, et très vite, le cadre du Miami Valley Hospital et de l'Ohio. En fait, toute personne travaillant dans une unité de soins intensifs néonatales et qui a entendu une fois cette histoire s'en rappellera le jour où il ou elle sera placé dans les mêmes circonstances. Nous venons de le voir, cette histoire sert donc à véhiculer une compétence métier, une expertise. Pneumopéricarde, collapsus pulmonaire, etc. Mais nous ne sommes pas tous dans une unité de soins intensifs néonatales. Et pourtant cette histoire nous parle à chacun de nous. Parce qu'elle parle également d'attitude et de comportement. Elle nous raconte l'histoire d'une personne, d'une femme qui fait confiance à son intuition. Nous parlerons de ce rôle de l'intuition dans le troisième point. Qui n'hésite pas à affirmer son point de vue. Face au groupe, le groupe qui pense autrement, qui montre le moniteur cardiaque et qui poursuit son travail. Qui n'hésite pas à défendre son point de vue et sa conviction. Et Dieu sait si c'est dur de se défendre son point de vue quand tout le groupe vous dit l'inverse, y compris face à la hiérarchie, le médecin qui s'apprête à intervenir. En clair, c'est une personne qui n'hésite pas à sortir de son rôle pour faire son travail, dans ce cas-ci, pour sauver une vie. Enfin, troisième piste, et je retourne vers les travaux de Gary Klein dont nous parlions au début de l'histoire. Comment est-ce que je fais moi, dans ma vie de tous les jours, pour prendre des décisions quand le temps m'est compté et que les enjeux sont parfois importants? Pour en apprendre plus sur le sujet, Gary Klein s'est intéressé à des gens dont c'est le métier, qui font ça tous les jours. Donc il a été trouvé des personnels de santé, il a été trouvé des pompiers, des forces de police, des militaires, des contrôleurs aériens. Et quand il leur posait la question, mais comment faites-vous? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre telle ou telle décision? Bien souvent, les réponses étaient « parce que je sentais que c'était ce qu'il fallait faire » ou « parce que je le savais ». Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Dans ces prises de décision, et vu les enjeux, on pourrait imaginer le décideur, l'intervenant, prendre du temps pour peser le pour et le contre, regarder l'éventail des options, les avantages et les inconvénients. Pas du tout. Les décisions viennent des tripes, ça sort comme ça. Et qu'est-ce qui explique cela? 4 lignes de force vont nous aider. La première, c'est l'intuition. On en parlait tout à l'heure. L'intuition, c'est la capacité à reconnaître une situation. Très vite. En effet, un intervenant, face à une décision à prendre, ne se pose pas la question « que dois-je faire ?» comme nous pourrions le penser, mais il se pose la question « à quoi est-ce que je fais face ?» Et c'est bien souvent un ensemble de détails qui va lui permettre de prendre sa décision. Des détails qui, pris isolément, sont relativement insignifiants, mais qui, pris dans leur ensemble, forment une image. 2. La métaphore. Là intervient toute l'expérience du décideur. C'est la capacité à établir des parallèles, des passerelles entre tout un tas de situations vécues par le passé et la situation présente, et d'y reconnaître ou non ce que je devrais y trouver. Je vais prendre un exemple pour clarifier. C'est l'histoire d'un lieutenant de pompier qui, avec sa compagnie, doit lutter contre un feu de cuisine dans un appartement, dans un immeuble. Mais ça ne se passe pas comme ça devrait. Ce feu de cuisine, chaque fois qu'on l'éteint, il se rallume. On l'éteint à nouveau, il reprend de manière plus vivace. Et ça, le lieutenant n'aime pas. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Alors, il écoute, il sent, il observe. Et tout d'un coup, il est pris d'un très mauvais pressentiment. Alors il fait sortir son équipe, très vite. Et 1 minute plus tard, tout le plancher s'écroule. En effet, le feu n'était pas dans la cuisine, il jaillissait par là, mais le feu était principalement logé sous le plancher du salon sur lequel il travaillait. Alors par après, le lieutenant de pompier a parlé d'un 6e sens qu'il avait fait sortir à lui et son équipe de l'appartement. Il n'y a pas de 6e sens qui a joué dans ce cas-là. Simplement, tous ces sens en éveil lui ont permis de repérer un certain nombre de choses qui ne collaient pas avec ce qu'elles auraient dû être. Ce feu qui se rallume chaque fois qu'on l'éteint. Le fait que la température de la pièce était beaucoup trop élevée. Pour un simple feu de cuisine, oui, c'était toute la chaleur de ce feu immense qui couvait sous le plancher.
Également le fait que le feu de cuisine, lui, était particulièrement calme et silencieux, alors qu'un feu comme ça gronde, alors que tout le bruit se trouvait sous le plancher également. L'ensemble de toutes ces données lui a permis de se rendre compte, ça ne colle pas, et donc il y a danger. Troisième point, la simulation mentale. Ça va être notre capacité à regarder les options possibles et à nous voir les faire. On s'imagine ce que ça va donner et à faire le choix très vite entre les différentes options et prendre celle qui convient. Quatrième ligne de force, le storytelling, on y revient. Mais ça veut dire qu'une fois que la décision a été prise, que les faits se sont passés, les actions ont été prises, eh bien, je vais conserver cet event, ce qui s'est passé, sous forme d'histoire. Et ça va enrichir ma banque de données personnelle et m'aider par après à refaire le travail de métaphore pour d'autres prises de décision. Mais cette histoire ne va pas seulement servir à alimenter ma banque de données personnelle, je vais la transmettre à d'autres et ça va permettre d'enrichir notre savoir collectif. Comme ça a été le cas pour cette histoire de collapsus pulmonaire et de pneumopéricarde. Voilà l'ensemble des lignes de force que je souhaitais vous partager autour de cette histoire. J'espère qu'elle a pu être intéressante pour vous. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, d'abord, n'hésitez pas à aller visiter notre site. Vous envoyez le logo ici. Si vous voulez plus d'informations sur ce qu'on fait. Si vous souhaitez bien suivre les vidéos qui vont suivre, parce qu'il y en aura encore pas mal d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous souhaitez nous soutenir dans ce travail pour qu'il y ait effectivement plus de vidéos et qu'on puisse produire des choses de qualité, rejoignez-nous sur Tipeee, ça nous fera plaisir. Merci à vous et à la prochaine vidéo. Bonne journée.